Donc, on va s'intéresser à l'algorithme d'Euclide. Donc déjà, c'est basé sur la propriété que vous voyez au-dessus. Donc, les diviseurs communs à A et B, pour les calculer, on peut se ramener à des diviseurs communs de deux nombres potentiellement plus petits. C'est-à-dire à A, on peut retirer B, et donc ça revient à regarder les diviseurs de A moins B et B. Et de manière générale, à A, on peut lui retirer autant de fois le nombre B que l'on veut, donc A moins K fois B et B. Et comme conséquence directe, comme le PGCD c'est le plus grand diviseur commun, bah alors on a le même résultat avec les PGCD comme vous le voyez. Bon, on peut aussi faire la même étape AB, c'est-à-dire à B on peut retirer autant de fois le nombre A que l'on veut. Un petit exemple pour illustrer ça. Alors c'est un PGCD qu'on a déjà calculé. Donc on va regarder cette fois pour n congru à 1 modulo 7, c'est-à-dire n c'est de la forme 1 plus 7 fois k. Et on va regarder le PGCD de 4n plus 3 et de 3n plus 4. Donc on a déjà montré avec d'autres outils que ce PGCD là valait 7 lorsque le n était congru à 1 modulo 7 ou bien valait 1 lorsque n n'était pas congru à 1 modulo 7. Donc déjà on utilise la première chose, donc je vais le mettre en bleu, on utilise ça. On va faire a moins b. Donc PGCD donc de 4n plus 3 moins 3n plus 4, 3n plus 4. Cette propriété-là, en fait, ressemble énormément avec la propriété si C divise A, C divise B, alors C divise AU plus BV. Si vous regardez bien la démonstration, on a utilisé ça. Donc, c'est ce qu'on effectue ici. Hein. On peut retirer B. Alors, ça revient à avoir le PGCD donc, de 4n plus 3 moins 3n plus 4. Donc, 4n moins 3n, on n'a plus que n, et 3 moins 4 moins 1. Et 3n plus 4. Et on peut retirer, donc, on va conserver le premier nombre et on peut retirer au deuxième plusieurs fois le nombre n-1. On va le retirer 3 fois, histoire d'éliminer tous les n. Donc 3n plus 4 moins 3 fois n plus 1. Donc on fait notre calcul. Hop. Donc n-1, très bien. 3n plus 4, donc moins 3n, il n'y aura plus de n comme ça. Et on aura moins 1. Pardon, 3 fois 1, 3, moins 3. Donc là, je me suis trompé, c'est pas n plus 1, mais n moins 1. Donc on aura moins 3 fois moins 1, donc plus 3, et 4 et 3, 7. Et donc là, on remarque que le PGCD de 4n plus 3 et de 3n plus 4, c'est aussi le PGCD de n moins 1 et 7. On sait que le PGCD, c'est un diviseur de 7. Donc PGCD est un diviseur de... Le PGCD de ces deux nombres-là divise 7. Puisque c'est le plus grand diviseur commun des deux. Donc, on sait que le PGCD de ces deux nombres-là, c'est soit 1 ou soit 7, puisque les diviseurs positifs de 7 sont 1 et 7. Bon, on va regarder. Hein. Déjà, c'est au moins 1, puisque 1 divise n-1 et 1 divise 7. Maintenant, est-ce que c'est 7? 7 divise 7, très bien. Maintenant, il faut regarder si 7 divise n-1. Bon, on repart de l'hypothèse 44 en rouge en haut. On remarque que n est congru à 1 modulo 7, donc n-1 est congru à 0 modulo 7. Donc, 7 divise n-1. Donc 7 est bien un diviseur commun à n-1 et à 7. C'est le plus grand possible. Donc le PGCD vaut bien 7. Donc le PGCD de n-1 et 7, c'est 7. Et donc de... Alors du coup, c'est pas n-1 et 7 qui nous intéressent, mais c'est surtout, au point de départ, 4n plus 3 et 3n plus 4. Donc cette propriété-là, hein, qu'on vient d'illustrer avec cet exemple, c'est une propriété de réduction. C'est-à-dire qu'au lieu de calculer le PGCD de deux nombres assez grands, on va se ramener à des nombres plus petits, comme on a fait ici. 4n plus 3, 3n plus 4, c'est compliqué. On s'est ramené à n-1, 3n plus 4. C'est un peu plus petit, mais
ça reste toujours compliqué, et on s'est ramené à n, PGCD entre n-1 et 7, et là on voit bien que c'est très simple, puisque 7, on connaît les diviseurs de 7, il suffit de voir s'il y en a parmi eux qui sont diviseurs de n-1. Et on a trouvé que 7, c'était bien diviser n-1 lorsque n est congru à 1 modulo 7. Voilà. Donc maintenant on va s'intéresser à l'algorithme d'Euclide qui repose sur la propriété de réduction qu'on vient de voir juste au-dessus. Vous voyez, le PGCD, on peut retirer à A autant de fois qu'on veut le nombre B, et on ne change pas le PGCD. Pardon. Donc le théorème nous dit que lorsque on fait la division euclidienne de A par B, donc A, il existe un entier Q et R tel que A égale BQ plus R, avec R compris entre 0 et B, alors le PGCD de AB, à A on peut retirer autant de fois le nombre B que l'on veut, on va le retirer Q fois, donc A moins B fois Q B, pardon, ça ne change pas. A moins B fois Q, on regarde la division euclidienne qui est ici, c'est R, donc PGCD de R, B, et donc en écrivant dans l'autre sens, ce n'est autre que le PGCD de B, R. Donc on remarque que lorsqu'on fait la division euclidienne de A par B, regardez, le PGCD de A et B, ce qui est encadré entouré en rouge, c'est pareil que le PGCD de B et R. Et on va pouvoir refaire encore une division euclidienne de B par R et obtenir encore des nombres plus petits. Alors j'ai oublié de fermer la parenthèse là-haut, voilà. Donc c'est ce qu'on va faire, vraiment, lorsqu'on cherche le PGCD de A et B, on va se ramener à des nombres de plus en plus petits, parce que c'est plus facile de calculer un PGCD entre deux nombres petits qu'entre deux nombres très grands. Donc la première étape, on écrit la division euclidienne de A par B. Donc A égale B fois le quotient plus le reste. Sachant qu'on va en faire plusieurs de divisions euclidiennes, on va numéroter, indicer les quotients et les restes. Donc Q0 et R0. Avec donc du coup R0 compris entre 0 et B. Déjà première chose, si R0 vaut 0, on regarde, ça veut bien dire que B divise A. Si le reste vaut 0, c'est normal. B divise A. Et on a vu que lorsque B divisait A, le PGCD de A et B, c'était B. Donc voilà, là c'est fini, on a calculé le PGCD de A et B. Maintenant, il faut faire le cas si R0 est différent de 0. Alors, le PGCD de A et B, d'après la propriété qui est juste au-dessus, c'est le PGCD de B avec le reste, avec R0. Et ensuite, pour la deuxième étape, on va reprendre le B, le R0, et on va faire la division euclidienne de B par R0. Donc il existe un quotient, on va l'appeler Q1, et un nouveau reste qu'on appelle R1, avec R1 comme avant, compris entre 0 et cette fois non pas B, mais R0, parce qu'on fait la division euclidienne par R0. Et on recommence, on refait exactement la même étape. Si R1 vaut 0, alors ça veut dire que R0 divise B, et donc le PGCD de B et de R0, c'est R0. Par contre, si R1 est différent de 0, alors le PGCD de B et de R0, regardez, avant, je vais encadrer en bleu, on avait pris, c'était le PGCD de B et de R0, ben là on va faire la même chose, ça sera le PGCD de R0 et de R1. Donc c'est égal au PGCD de R0 et de R1. Et regardez bien ce qui se passe, encadré en rouge ici. PGCD de AB, c'est le PGCD de B et R0. PGCD de B et de R0, c'est le PGCD de R0 et R1.
Donc le PGCD de AB, c'est le PGCD de R0 et R1. On a réduit notre nombre A et notre nombre B à des nombres plus petits. Et finalement, on continue, hein, on pourrait écrire troisième étape. On continue, cette fois avec R0 et R1. Donc c'est R0 égale R1 fois un nouveau quotient qu'on va appeler Q2 plus R2. Donc pareil, avec cette fois le reste, donc R2 compris entre 0 et R1, puisqu'on fait la division euclidienne par R1. On fait la même chose, hein. Si R2 égale 0, alors le PGCD de R0 et de R1, c'est R1. Pour les mêmes raisons, parce que R1 divise R0. Et si R2 est différent de 0, bah alors le PGCD de ce qu'il y a au-dessus, hein, R0 et de R1, c'est le PGCD, je vais l'encadrer en bleu encore, de R1 et de R2. Et ainsi de suite. Alors, première question, on pourrait se demander si on va pas continuer indéfiniment. Parce que là, on remarque que l'algorithme s'arrête uniquement lorsqu'on a un reste nul. Est-ce que c'est possible d'avoir que des restes non nuls? Bah alors, si on regarde bien, tous nos restes sont positifs. Donc regardez bien, hein, c'est toujours supérieur à 0. Je vais encadrer en rouge toutes les inégalités que l'on a. Hop, ils sont tous positifs. Donc, Rn, si on prend Rn pour la n-1e étape, on a Rn qui est plus petit que Rn-1. Tout simplement parce que si vous regardez bien, regardez l'encadré en rouge ici, on a R2 plus petit que R1. L'encadré en rouge qui est encore au-dessus, R1 c'est plus petit que R0. Encore au-dessus, R0 c'est plus petit que B. Donc finalement, là, vous remarquez bien qu'avec ces trois termes, R2 plus petit que R1 plus petit que R0, on va construire une suite de restes strictement décroissante. À chaque fois, c'est un nombre de plus en plus petit et c'est jamais constant. À chaque fois, le nombre devient plus petit que celui d'avant. Et entre 0 et B, et l'entier B, il n'y a qu'un nombre fini de nombres. Par exemple, entre 0 et 10, vous avez 10 nombres. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est-à-dire qu'au plus, on pourra faire 10 étapes. Parce qu'il n'y a que 10 nombres. Et donc, au bout d'un moment, on aura un reste qui vaut 0. Donc par exemple, imaginons que ce soit Rn plus 1. Donc le terme suivant qui vaut 0. Rn plus 1 qui vaut 0. Si on reprend à chaque fois l'égalité quand ça vaut 0, je vais l'encadrer en vert. Regardez. Si R2 vaut 0, alors le PGCD des restes des deux rangs précédents, c'est-à-dire les deux rangs précédents, c'était Rn-1 et Rn ici. Rn-1 et de Rn, il vaut Rn, qui est le dernier reste non nul. Donc voilà, donc au fur et à mesure, donc à la fin on tombera sur un reste nul, et Rn c'est le dernier reste non nul. Et donc si on reprend, regardez ce qui est écrit avec la flèche rouge ici. Donc PGCD de AB, donc je vais encadrer, c'est ici. Hein. PGCD de AB c'est le PGCD de B et de R0. On a remarqué qu'on pouvait se ramener au PGCD de BR0 égale R0 R1 et ainsi de suite. Et donc au final, le PGCD de AB, c'est Rn, le dernier reste non nul qu'on a trouvé. On peut faire un petit exemple. Si on veut calculer le PGCD entre 240 et 36 par exemple, ben on fait la première étape, on fait la division euclidienne de 240 par 36. Donc c'est 36 fois 6 plus 24. Ok, 24 c'est le reste, il est non nul, donc on continue. On fait la division euclidienne de 36 par 24. Dans 36, il n'y a qu'une seule fois le nombre 24, plus 12.
Ok, 12 ça reste non nul. On continue. On fait la division euclidienne de 24 par 12. Il y va 2 fois. Il reste 0. Ah, il est nul. Donc le PGCD c'est le dernier reste non nul, donc le reste précédent, 12. Donc le PGCD de 240 et 36, c'est 12, assez simplement. Et donc on pourrait très bien programmer ceci, hein. On effectue les divisions euclidiennes successives et à chaque fois on regarde si le reste est non nul, on continue, et si le reste devient nul, eh ben on prend le reste précédent qu'on avait avant. Et on obtient bien le PGCD. Une propriété intéressante, c'est que si on prend deux nombres, allez on va les prendre non nuls tous les deux, les diviseurs communs, de A et B sont les diviseurs du PGCD, de PGCD entre A et B. Et la démonstration, hein, elle se fait assez simplement. On suppose que les deux sont non nuls, et en fait, on va reconstruire on refait l'algorithme en fait. PGCD de AB, c'est le PGCD de B avec le reste de la division euclidienne qu'on avait noté R0. C'est égal au PGCD de R0 avec R1, vous vous en souvenez, etc. Et à la fin, on arrive au dernier reste non nul, PGCD de Rn-1 avec Rn, et ça c'était égal à Rn. Donc finalement le PGCD de AB c'est Rn. Ok. Maintenant on va regarder les diviseurs communs à A et B. Les diviseurs communs à A et B, ben, finalement on réitère exactement la même chose. C'est les diviseurs communs de B et de R0. Parce que vous vous souvenez, hein, alors si je remonte un peu, ici dans le théorème, qui est ici, pour démontrer ça, on s'était servi encore de la propriété au-dessus, donc l'encadré en rouge que vous voyez en haut, avec l'égalité des PGCD, et cette conséquence-là, on l'a déduite de la propriété sur les diviseurs communs de A et B, etc. Donc finalement, on réutilise le lemme d'Euclide, si on veut, sur les diviseurs communs de A et B. Ça fonctionne exactement de la même façon. Donc diviseur de B et de R0, regardez hein, ici, c'est pareil que les diviseurs de R0 et R1, etc. À la fin, c'est pareil que les diviseurs de Rn-1 et de Rn. Alors, on va pas mettre d de Rn tout de suite, puisqu'on avait vu que quand on faisait la division euclidienne de Rn-1 par Rn, le reste c'était 0, parce que le reste suivant il est nul. Donc c'est les diviseurs de Rn avec 0, et ça on a vu au tout début sur les PGCD, bah, les diviseurs communs à Rn et à 0, sachant que tout est diviseur de 0, entre guillemets, parce que k fois 0, ça vaut 0 pour tout entier k. Donc finalement, c'est juste les diviseurs de Rn qui nous intéressent. Donc c'est égal aux diviseurs de Rn. Donc on a démontré que les diviseurs communs de A et B sont les diviseurs de Rn. Sauf que Rn, au-dessus, c'est le PGCD de AB. Donc, les diviseurs de A et B, on regarde au-dessus en rouge, c'est des diviseurs de Rn, sauf que Rn c'est le PGCD, donc ce sont les diviseurs du PGCD de A et B. Donc, ça c'est très important. Hein. Pour déterminer les diviseurs communs de A et B, si on connaît le PGCD, ben on connaît tous les diviseurs communs de A et B. Donc, si une autre conséquence, si un nombre, on va dire si D divise A et si D divise B, alors D c'est un diviseur de AB, sauf que les diviseurs de AB sont les diviseurs du PGCD de AB.
Donc D divise le PGCD de A et B.